bilinguisme ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous avons également ici sur ce plateau spécial avec nous l'un des candidats à l'élection présidentielle, leader d'opinion, président national du PCRN, lui aussi participant à ce grand dialogue national. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez suivi les travaux en commission, vous avez apporté une attention particulière à la commission décentralisation et vous avez pu écouter le rapport final de ce grand dialogue national, statut spécial pour les régions anglophones, là où vous proposez plutôt un fédéralisme communautaire. Comment appréciez-vous cette proposition qui est faite au chef de l'État? Je tiens d'abord à dire mon regret qu'on n'ait pas eu le courage d'aller au fond de cette question. Je précise encore que le fédéralisme en aucun cas ne doit faire peur. Parce que le fédéralisme, c'est d'abord une idée, c'est une idéologie. C'est un mot composé, fédéré et isme, le suffixe, qui renvoie à un faisceau, à un courant d'idées. En réalité, un pays comme le nôtre ne peut pas échapper au fédéralisme. C'est pour ça que quand vous faites le parallèle, je ne cesse de le dire dans les commissions, enfin je ne cesse, je conjugue au passé maintenant, à le dire dans les commissions, quand vous dites État unitaire, le seul fait de dire État unitaire, vous êtes piégé par le droit. Parce que vous commencez par l'État. L'État est une personne morale de droit public. C'est déjà un sujet de droit. Donc quand vous dites État unitaire, vous êtes déjà dans un faisceau et un carcan juridique. C'est pour cela qu'il y a, si vous dites étatisme, vous sortez de l'organisation de l'État. Ça devient même du totalitarisme. Si vous dites unitarisme, ça vous sort de l'organisation de l'État. C'est ça le piège de cette notion. Alors que quand vous dites fédéralisme, vous êtes d'abord dans une projection idéale qui vise à concilier ce qui est différent. Un pays comme le nôtre, qui a une mosaïque humaine, chaque fois que vous évoquerez l'organisation de cette mosaïque, vous serez de plein pied dans le fédéralisme parce que vous serez en train de chercher à concilier ce qui est différent. Et moi, je voudrais qu'on pose cet État sur une base communautaire et que la circonscription administrative devienne une circonscription de notre identité. L'idée n'a pas prospéré maintenant. On va continuer à échanger, à discuter sur cette question. Maintenant, vous revenez à ce qui s'est fait à la commission de décentralisation. J'y suis allé. Et je pense d'ailleurs que quelqu'un a enregistré et j'ai vu ça circuler dans les réseaux sociaux parce qu'en fait, je n'aurais pas dû m'y retrouver parce que j'étais moi-même vice-président de la commission des réfugiés et des déplacés à côté du cardinal Christian Toumi. Mais lorsque je suis allé le 1er octobre, je me rappelle encore de l'environnement et de l'atmosphère qui y régnait lorsque je suis entré. Quand je me suis renseigné, on m'a dit, depuis 8 heures, non 9 heures, nous sommes en train de discuter et de batailler sur fédéralisme ou pas fédéralisme. J'ai dit, mais non, vous vous éloignez du sujet. La question, c'est le fond. Le fédéralisme, c'est une idée, ça a plusieurs déclinaisons juridiques. C'est pour ça qu'il y a un fédéralisme libanais qui est religieux. Il y a un fédéralisme éthiopien qui est ethno-linguistique. Il y a un fédéralisme espagnol qui est régional. Il y a un fédéralisme américain qui est étatique, nigérien, ainsi de suite. Allons au fond. Chaque fois que vous évoquez le fédéralisme, vous parlez de l'autonomisation. Voilà la question du fond. Quelles sont les modalités d'autonomisation? Et ce jour, j'ai proposé la question qu'on aborde la question de la tutelle. Dieu merci, ça a prospéré. Je n'étais pas le seul à le dire. Nous étions nombreux et heureusement, ça a prospéré. J'ai évoqué la question foncière. Comment peut-on être un élu local sans avoir une réserve foncière sur laquelle on peut implémenter un projet? C'est un problème. J'ai évoqué la question du personnel. Le CEFAM, je crois, continue à recruter jusqu'à un certain niveau de diplôme. Pourquoi on n'en ferait pas une école? J'ai évoqué la question même du FECOM. J'ai évoqué la question financière. Cette affaire d'unicité des caisses qui fait que vous avez votre argent. J'ai même entendu, vous avez votre argent, mais c'est viré sur le TPG qui vous le donne comme il veut. J'ai même entendu dire que oui, les textes prévoient que les maires peuvent recruter. Comment ça peuvent recruter? Ils oublient qu'il y a des textes particuliers qui subordonnent le recrutement à un certain niveau au visa du MINAT. Donc il y a beaucoup de pesanteur. Et je suis heureux qu'on ait avancé sur ce point. Et moi, je vais vous dire, je vais finir tout à l'heure par le statut spécial. Le président de la République est un élu. Les parlementaires sont élus. Vous voyez le respect qu'on donne au président. Vous voyez le respect qu'on donne aux députés et aux sénateurs. Mais chaque fois que vous arrivez au niveau des conseillers municipaux et des maires, tout de suite, ce respect se désagrège et il y a même carrément du mépris qui s'installe. Je rappelle encore, article 2 de la Constitution, je peux me tromper, mais ça doit être ça. Le peuple exerce sa souveraineté au travers de ses représentants élus. Les maires sont élus. Les conseillers municipaux sont élus. Les conseillers régionaux, le jour que ça verra le jour, parce qu'on parle de région, mais il n'y a pas de région CTD depuis 2004, d'ailleurs depuis 1996. Ce sont des élus. Ce sont les dépositaires de la souveraineté populaire. Il est temps qu'on les respecte. Et toute cette vulgate décrédibilisante que j'entends, du genre, les maires n'ont pas le niveau, parce que les députés, ils en ont.
J'ai souvent lu dans les journaux qu'il y a des députés qui n'écrivent pas leur nom. Vrai ou faux? Mais est-ce que pour être élu du peuple, il faut avoir l'agrégation? Mais c'est quoi cette histoire? Capacitons les collectivités territoriales décentralisées de façon structurelle, de telle sorte que celui qui est élu, qu'il ait le doctorat, qu'il ait l'agrégation, qu'il soit illettré, tant que c'est le peuple qui l'a choisi, on doit respecter la volonté du peuple et lui donner la possibilité d'agir. Ce d'autant que s'il peut recruter, s'il a une réelle marge de manœuvre, il peut prendre des décisions et recruter des personnes qui vont l'accompagner. C'est ça le privilège d'être élu. Maintenant, il ne reste qu'à espérer que le statut spécial de l'article 62 alinéa 2 soit mis en place, soit mis en œuvre en épousant l'esprit de travail qu'il y a eu ici. Quel contenu lui conférer, justement? Ben, écoutez, c'est le contenu de l'autonomisation, tout simplement. Et moi, je suis en embuscade. We're talking about granting autonomy, financial and otherwise, transferring power to the local authorities. What exactly are we referring to? Mais écoutez, vous savez, la fuite en avant a ceci qu'elle construit. Parce que là, on a obtenu des autonomies pour les régions à statut spécial et une autonomie pour les régions qui n'ont pas de statut spécial. Vous allez voir ce que ça va provoquer. Mais tout le monde va aspirer au statut spécial. Puisque c'est constitutionnel et que ça ne demande pas de révision constitutionnelle. Ça demande juste des lois. Vous avez vu, non, vous n'étiez pas là. Dans la commission de décentralisation, dès que, à la lecture du rapport, on a annoncé le statut spécial. Ce qui s'est passé, c'est qu'une très grande élite de l'extrême nord, dont je vais taire le nom, a demandé avec insistance à prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la région de l'extrême nord aurait dû avoir ce statut spécial depuis longtemps. Nous le demandons depuis longtemps parce que nous sommes la région la plus pauvre. Vous voyez ce que ça crée. Parce que les privilèges qu'on va accorder à la partie anglophone, tout le monde, légitimement, va aspirer à cela. Maintenant, il n'y a pas de précédent. C'est une loi. J'espère simplement qu'on demandera déjà aux anglophones de participer à l'élaboration de cette loi et que son adoption se fera le plus démocratiquement possible. Mais moi, je vais vous dire, c'est là mon regret. C'est que oui, c'est une avancée. Mais c'est un peu comme ce qu'on a décidé du système éducatif et du système judiciaire. Voilà que depuis 2 ans, je crois, on a ouvert une section Common Law à l'ENAM. On forme des députés, des magistrats qui vont travailler principalement à Buea et à Bamenda. Alors, question. L'anglophone qui vit à Yaoundé, c'est votre cas. S'il va au tribunal, il est jugé selon quel ordre judiciaire? L'ordre romano-germanique. C'est ça le problème. C'est que soit vous mettez en place un système qui oblige donc les anglophones tous à rentrer chez eux et vous posez donc les jalons du séparatisme sans le vouloir, ou alors vous harmonisez les systèmes. Parce que ce common law qui n'existe plus aux États-Unis, qui n'existe même pas au Nigeria, qui a été longtemps révisé en Angleterre, nous nous arc-boutons là-dessus, alors qu'en fait il y a harmonisation au niveau du droit des affaires, au niveau du droit de la famille, parce que ce n'est pas le code napoléonien qu'on applique pour le droit de la famille au Cameroun, c'est bien l'ordonnance de 81 signée par le président Ahidjo, qui a intégré uniquement des questions d'ordre coutumière. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas le courage d'y aller. Regardez le système éducatif. J'ai suivi les résolutions, malgré que j'y sois allé et que j'ai proposé, ça n'a pas prospéré, je le regrette. On a maintenu la survivance des 2 systèmes. Vous avez donc des lycées bilingues comme celui de Yaoundé ou celui de Douala, j'en sais rien. D'un côté de la cour, on fait le probatoire, de l'autre, on ne fait pas le probatoire. Comment pouvez-vous former dans un même pays 2 catégories de personnes, les uns ayant plus de diplômes que les autres et se prévalant du même niveau? C'est un problème, non? Les États généraux de l'éducation de 96, on a posé les jalons de cette harmonisation. Je me rappelle dans mes recherches, la commission, je ne sais plus comment ça s'appelait, avait travaillé au complexe pédagogique qui est en face de la cathédrale à Yaoundé. Ces résolutions dorment dans les tiroirs. Aujourd'hui, au lieu d'avoir le courage d'aller au fond, on maintient la survivance des 2 systèmes. Je crains que là encore, ça préserve les germes de ce qui alimente le séparatisme. Mais bon, Cabral Libi, I want you to clarify something here. Les anglophones are rentrés chez eux. I want you to clarify that because it may be interpreted as to say that anglophones are not at home in other parts of the country. Exactly. Because when you have 2 systems, what do you want? You have a system for francophones, a system for anglophones. You have 2 judicial orders. How do you explain me the surveillance of 2 judicial systems? It is a way to tell to the anglophones to go to their home and francophones to stay in their home. We should unify. I have understood somewhere. We have to come back to République Unie du Cameroun. We have to unify. You have to integrate. And when you want to integrate, you harmonize the systems. You cannot maintain 2 systems
which are sometimes opposite. This is the problem. It is not what I say that can be interpreted. It's what has been done there which can be interpreted. But harmonizing the system is one of the things that caused much of the trouble, because it was interpreted as a deliberate attempt to kill the Anglophone cultural system, the educational system, the common law system. Harmonizing, the attempt to harmonize the system. No, harmonize, even in French or in English, don't means to kill somebody or to ignore something. When you work to harmonize, you take there, and you construct a unified system which integrates the elements coming from the two systems. So it is a question of interpretation. It is also a question of manner, of way, of method. When you work for harmonization and integration, you should take care and you should integrate the propositions coming from all sides. But the problem we have had in the past is that when we are telling that we are working for integration, but we don't take mention to those who are Anglophone are proposing, or those on what they are insisting. We have to change our method, we have to change our mind. The work to integrate and unify is not an easy task, you know, but we should work because we are a family, we have brothers and sisters. Merci Cabral Liby, leader d'opinion, ancien candidat à l'élection présidentielle et président du PCRN, qui réagissait ici au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la fin du grand dialogue national. Nous allons continuer.